L'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de tous les temps était Jeffrey Dahmer, qui était responsable de la mort de 17 jeunes hommes. Il a plaidé coupable à toutes les accusations portées contre lui et a reçu 16 peines de prison à perpétuité consécutive. Pendant son incarcération, Jeffrey Dahmer n'a montré aucun remords pour ses crimes horribles, et son comportement a provoqué la colère des autres détenus, ce qui a finalement conduit à sa mort violente. Le matin du 28 novembre 1994, il a été brutalement attaqué par Christopher Scava, qui a également agressé un autre détenu, Jesse Anderson. Dahmer a été frappé à plusieurs reprises à la tête et au visage avec une barre de métal de 50 cm et son crâne a été écrasé contre le mur. Dahmer était encore en vie lorsqu'on l'a retrouvé, mais il a été déclaré mort 1 heure plus tard. Il avait 34 ans. Dans cette liste, nous examinons les tueurs en série qui ont reçu une leçon similaire à celle de Dahmer pendant leur incarcération. Peter Sutcliffe. Peter Sutcliffe, mieux connu sous le nom de l'Éventreur du Yorkshire, était un tueur en série anglais, reconnu coupable du meurtre de 13 femmes et de la tentative de meurtre de 7 autres. Au cours d'une série de meurtres qui a duré 5 ans, entre 1975 et 1980, Peter Sutcliffe ciblait des femmes la nuit, dont certaines étaient des travailleuses du sexe, et approchait presque toutes ses victimes par derrière, les frappant à la tête avec un marteau avant de les poignarder avec un tournevis aiguisé ou un couteau. Après leur mort, il mutilait leurs cadavres. Son règne de terreur a laissé les femmes du West Yorkshire et des environs terrifiées pour leur vie. Une importante enquête policière a suivi, et Peter Sutcliffe a finalement été arrêté le 2 janvier 1981 après avoir été interpellé par la police alors qu'il se trouvait avec une prostituée de 24 ans à Sheffield, dans le Yorkshire du Sud. Sutcliffe a plaidé non coupable des 13 chefs d'accusation de meurtre, mais coupable d'homicide, pour cause de responsabilité atténuée, affirmant que des voix dans sa tête lui disaient que c'était la volonté de Dieu qu'il tue des prostituées. Le jury a rejeté sa défense et il a été reconnu coupable de meurtre pour tous les chefs d'accusation et condamné à 20 peines de réclusion à perpétuité à purger simultanément. L'affaire très médiatisée signifiait que Sutcliffe n'allait jamais avoir la vie facile en prison. Après sa condamnation, il a commencé à purger sa peine à la prison de Parkhurst le 22 mai 1981. Bien qu'il ait été jugé sain d'esprit lors de son procès, Sutcliffe a ensuite été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde, mais les tentatives de le transférer dans une unité psychiatrique sécurisée ont échoué. Pendant son séjour à Parkhurst, Sutcliffe a été gravement agressé par James Costello, un criminel récidiviste de 35 ans ayant des antécédents de violence. Le 10 janvier 1983, Costello a suivi Sutcliffe dans une zone isolée de l'aile de l'hôpital et l'a attaqué avec un bocal à café cassé, lui infligeant 4 blessures sur le côté gauche du visage. Cela a nécessité 30 points de suture. En mars 1984, Sutcliffe a été transféré à l'hôpital Broadmoor, en vertu de l'article 47 de la loi sur la santé mentale de 1983. Cependant, il n'a pas eu plus de chance là-bas lorsque, le 23 février 1996, il a été attaqué dans sa chambre. Paul Wilson, un voleur condamné, a demandé à emprunter une cassette vidéo, mais a ensuite tenté d'étrangler Sutcliffe avec le câble d'un casque stéréo. Sutcliffe a subi une attaque plus grave l'année suivante, le 10 mars 1997, lorsque son codétenu Ian Kay a utilisé un stylo comme arme et a poignardé Sutcliffe aux yeux. À la suite de cette attaque, Sutcliffe a perdu la vue de son œil gauche et son œil droit a subi de graves dommages. 10 ans se sont écoulés avant que Sutcliffe ne soit de nouveau attaqué, le 22 décembre 2007, dans le réfectoire. C'est alors que le meurtrier Patrick Sureda, emprisonné pour avoir étranglé sa mère, a attaqué Sutcliffe avec un couteau de table en métal sous le regard des autres détenus.
Soretta a visé le bon œil de Sutcliffe, mais le couteau s'est planté à environ 1,5 cm sous son œil droit et a rebondi sur sa pommette. Avant que le personnel n'intervienne, il a été rapporté que Soretta avait dit à d'autres patients qu'il avait l'intention d'aveugler Sutcliffe. Peter Sutcliffe a finalement été délivré de ses souffrances le 13 novembre 2020 lorsqu'il est décédé à l'hôpital universitaire de North Durham à l'âge de 74 ans. Sa mort a été causée par des complications dues au Covid-19 et au diabète. Apparemment, il avait refusé le traitement. Une cérémonie funéraire privée a eu lieu et son corps a été incinéré. José Antonio Rodriguez Vega, le tueur de vieilles dames. Rodriguez Vega est né dans une famille dysfonctionnelle à Santander, en Espagne. On disait que son grand-père avait empoisonné sa grand-mère, et à la fois son père et son frère aîné étant des alcooliques violents. Pendant ce temps, sa mère était agressive, dominante et également encline à la violence. La colère qui imprégnait sa famille a eu un impact significatif sur Vega. Cela a conduit à un incident grave où il a été expulsé du domicile familial après avoir jeté son père, qui était en fauteuil roulant, dans les escaliers. À l'âge de 20 ans, Rodriguez Vega a été arrêté pour avoir agressé 2 femmes et tenté de violer 3 autres. Il a ensuite été condamné à 27 ans de prison. Pendant son incarcération, il n'a montré aucun remords et a affirmé qu'il l'avait fait parce qu'il s'ennuyait. Cependant, parce que Vega a écrit à ses victimes pour leur demander pardon et que sa mère leur a également parlé en son nom, sa peine a été réduite à 8 ans et il a été libéré en 1986. Il a entamé une relation avec une autre femme après la rupture de son premier mariage, mais lorsqu'il a essayé de retourner vivre avec sa famille, sa mère a refusé. Le refus était quelque chose que Vega ne lui a jamais pardonné, et il a imputé ce qu'il a fait par la suite aux conséquences de ce refus. Entre 1997 et 1998, Vega a agressé sexuellement et tué au moins 16 femmes âgées, dont l'âge variait de 61 à 93 ans à Santander et dans ses environs. Il choisissait spécifiquement des femmes âgées à cause de sa mère et les rencontrait sous prétexte de faire des travaux chez elle. Dans tous les cas, il a étouffé ses victimes. Après les avoir tuées, il transportait ses victimes jusqu'au lit, croisait leurs bras sur leur cœur et les bordait. Dans de nombreux cas, leur corps n'était redécouvert que plusieurs jours après leur mort. En raison de leur âge, les décès ont d'abord été attribués à des causes naturelles, malgré la présence d'ecchymoses sur leur corps et des signes d'agression sexuelle. Vega a finalement été arrêtée après avoir assassiné Julia Paz Fernandez et la police a découvert qu'elle avait récemment fait effectuer des travaux dans sa maison par Vega. Après son arrestation, Vega a admis nonchalamment avoir tué 9 femmes parce qu'il les considérait comme des substituts de sa mère et de sa belle-mère. Une fouille de sa maison louée a révélé une pièce peinte en rouge, où étaient exposés entre 30 et 40 objets qu'il avait conservés comme souvenirs de ses victimes. Environ 10% des objets sont restés non réclamés, ce qui laisse supposer l'existence d'autres victimes. En 1991, Vega a été condamné à 440 ans de prison, bien qu'il ne puisse légalement en purger plus de 30. L'équipe de psychiatres légistes qui a examiné Rodriguez Vega avant son procès a rendu un verdict accablant et a déclaré qu'il est un psychopathe sans cœur et un pervers sexuel, capable de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas. Il n'a aucun sens de la culpabilité et manque de compassion et de honte. Il pourrait répéter des actes similaires à l'avenir. Pendant son incarcération, il a accepté plusieurs interviews, exprimant constamment sa conviction qu'il serait bientôt gracié et qu'il gagnerait des millions en racontant ses expériences. Son arrogance l'a rendu impopulaire auprès des autres détenus, ce qui a entraîné son transfert de prison en prison pour sa propre sécurité. Néanmoins, cela n'a pas empêché les autres détenus de le poursuivre sans relâche. Le 24 octobre 2002, il a été saisi par 2 détenus qui l'ont accusé d'être une balance et l'ont attaqué avec des couteaux de fortune. Dans la cour de la prison de Topa, dans l'ouest de la province de Salamanque, seulement 2 jours après avoir été transféré d'une autre prison, l'homme de 44 ans a été poignardé 113 fois lors d'une attaque frénétique. Ils ont continué à le poignarder même après sa mort. Un gardien de prison a tenté d'intervenir, mais on lui a dit « Va-t'en, c'est notre affaire ».
Ses agresseurs ont déclaré avoir agi parce que Rodriguez Vega était un violeur et que, selon le code d'honneur entre détenus, cela faisait de lui un paria. Selon des articles de presse, il aurait été identifié et ciblé à cause d'une émission criminelle consacrée à Vega, qui devait être libérée en 2008. Le 4 août 2000, deux filles de 10 ans, Holly Wells et Jessica Chapman, ont disparu de leur domicile à Soham, dans le Cambridgeshire, en Angleterre. D'intenses recherches pour retrouver les filles ont alors commencé, à laquelle a participé Ian Huntley, un habitant local et gardien d'école, qui s'est présenté comme un porte-parole officieux de la communauté, alors qu'il cherchait désespérément les filles. Il a même été interviewé par des chaînes de télévision, exprimant le choc de la communauté locale et sa détresse d'avoir été la dernière personne à voir l'enfant vivante. Cependant, en réalité, il savait où se trouvaient les filles puisqu'il les avait assassinées et enterré leur corps. Les restes des filles ont été retrouvés le 17 août et peu de temps après, Ian Huntley a été arrêté pour leur meurtre. Il a été condamné le 17 décembre 2003 pour avoir tué les deux filles et a été condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité. La Haute Cour a ensuite imposé une peine minimale de 40 ans. Sa petite amie Maxine Carr, qui était l'assistante pédagogique de Holly et Jessica, a sciemment fourni à Huntley un faux alibi. Et elle a été condamnée à 3 ans et demi de prison pour avoir conspiré avec Huntley afin d'entraver la justice. Quelques jours après la condamnation de Huntley, Huntley a partagé avec les médias ses réflexions sur la perspective de passer le reste de sa vie derrière les barreaux et sur ses craintes pour sa sécurité. En s'exclamant « Je vais pourrir dans cet endroit, je vais pourrir ici, je le sais. Je vais passer le reste de ma vie ici. Je vais rester enfermé pour toujours, et ce sera une torture. » Et il avait raison. La haine du public envers lui s'étendait aux détenus qui devaient interpartager la même prison que lui. La vie en prison a été un enfer pour Huntley, et ses gardiens l'ont qualifié d'homme le plus méprisé à avoir jamais intégré le système pénitentiaire. Et il fait partie d'une vingtaine d'hommes en Angleterre, considérés comme les plus à risque d'être attaqués par d'autres détenus. Le 14 septembre 2005, alors qu'il était incarcéré à la prison de Sa Majesté de Wakefield, Huntley a été attaqué par un autre détenu, Mark Hobson, un meurtrier condamné pour une série de meurtres qui lui a jeté de l'eau bouillante dessus. L'attaque a eu lieu dans l'aile médicale de la prison, qui abrite certains des détenus les plus dangereux du pays. Les blessures que Huntley a subies lors de cette attaque l'ont empêché d'assister à l'audience où sa peine minimale d'emprisonnement a été fixée. Après son agression, Huntley a affirmé que les autorités pénitentiaires avaient manqué à leur devoir de protection envers lui et a déposé une demande d'indemnisation de 15 000 livres sterling. Il aurait reçu 2 500 livres d'aide juridictionnelle pour poursuivre sa demande. Le 5 septembre 2006, Huntley a tenté de se suicider en prenant une overdose d'antidépresseurs qu'il avait accumulée dans sa cellule de prison. Cela a entraîné son hospitalisation et une fouille minutieuse de sa cellule, au cours de laquelle une cassette audio a été enregistrée. Cette cassette audio contenait un récit des meurtres sensiblement différent de celui que Huntley avait fourni au tribunal. Dans ce qu'il pensait être une confession posthume, Huntley affirme avoir avoué à Carr qu'il avait tué les 2 filles et qu'il prévoyait d'avouer. Mais Carr l'a arrêtée parce qu'elle ne voulait pas perdre son emploi de rêve en tant qu'assistante pédagogique. Huntley allègue également que Carr l'avait encouragé à brûler les 2 corps afin de détruire toutes les preuves médico-légales pouvant le relier au crime. On pense que Huntley a accepté d'enregistrer cette confession pour un codétenu qui avait l'intention de la vendre aux médias, après sa libération, en échange des antidépresseurs qu'il avait utilisés lors de sa tentative de suicide. Huntley a été transféré de la prison de Wakefield à celle de Franklin le 23 janvier 2008, et 2 ans plus tard, le 21 mars 2010, il a eu la gorge tranchée par le braqueur condamné Damien Fox. Ses blessures ont nécessité un traitement à l'hôpital, mais n'étaient pas mortelles. Mais l'attaque a provoqué une profonde entaille béante sur le côté gauche de son cou, qui a nécessité 21 points de suture. Après, Fox a dit « J'espère que je l'ai tué, je l'ai planifié depuis des semaines ». Huntley a de nouveau demandé une indemnisation pour les blessures qu'il a subies lors de cette attaque, réclamant 20 000 livres sterling de dommages et intérêts. Huntley a fait 3 tentatives de suicide et semble déterminé à mettre fin à ses jours.
Il obtient des comprimés en échangeant des produits de luxe comme du tabac avec d'autres détenus. À ce jour, Huntley est constamment exposé au risque d'être attaqué par d'autres détenus et a connu une série de problèmes de santé. Ceux qui le côtoient disent qu'il est presque méconnaissable par rapport à l'image que le public garde de lui et qu'il ressemble à un vieil homme maigre qui a perdu l'envie de vivre. Sa vie ne vaut peut-être pas la peine d'être vécue, mais au moins il est en vie, contrairement aux pauvres Holly et Jessica. Charles Schmid. Charles Schmid, connu sous le nom du joueur de flûte de Tucson, était un individu charmant mais psychopathe. C'était un homme petit et vaniteux qui bourrait ses bottes de cow-boy de journaux et de canettes écrasées pour paraître plus grand, ce qui lui donnait une démarche inhabituelle. Ce qu'il prétendait être le résultat d'une bagarre, l'ayant laissé infirme avec des membres de la mafia. Il mettait aussi du baume à lèvres, du maquillage et se dessinait un grain de beauté sur la joue avec de l'huile de moteur. Pour tenter de ressembler à Elvis Presley, Schmid étirait sa lèvre inférieure à l'aide d'une pince à linge. Il utilisait son charme et sa popularité auprès des adolescentes pour assouvir son envie de tuer pour le frisson. Le soir du dimanche 31 mai 1964, Schmid, en présence de sa petite amie de l'époque et d'une connaissance, a soudainement déclaré « Je veux tuer une fille ce soir ». Le trio s'est alors rendu chez Aileen Rowe, une lycéenne qui avait auparavant rejeté les avances sexuelles de Schmid. À leur arrivée, Schmid a renvoyé les deux autres, puis il a sauvagement frappé Rowe à mort après l'avoir agressée sexuellement. Il a ensuite ordonné aux deux autres de l'aider à enterrer le corps. Quelques mois plus tard, Schmid a tué Gretchen Fritz, âgée de 16 ans, après qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Il a étranglé Gretchen et sa sœur de 13 ans, Wendy, le 16 août 1965, puis les a enterrés dans le désert. Après s'être confié à un ami au sujet de ses actes, cet ami a alerté la police et Schmid a été arrêté. Sa ressemblance avec Elvis a attiré l'attention des médias, avec des journalistes de Life et Playboy qui ont couvert le procès. En 1966, Schmid a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Cependant, lorsque l'Arizona a temporairement aboli la peine capitale, en 1971, sa peine a été réduite à 50 ans de prison. Schmid a tenté de s'évader de prison à plusieurs reprises, réussissant finalement le 11 novembre 1972 lorsqu'il s'est évadé avec le triple meurtrier Raymond Hudgens de la prison d'État de l'Arizona. Ils ont retenu 4 otages dans un ranch près de Tempe pendant un certain temps, ont mangé dans un Sonic, puis se sont séparés et ont été repris et renvoyés en prison. Cependant, il y a peu de prisonniers qui tolèrent un tueur d'enfants. Et Schmid a eu ce qu'il méritait le 20 mars 1975 lorsqu'il a été poignardé 47 fois par 2 codétenus. À la suite de cette attaque brutale, il a perdu un œil et un rein et malgré son hospitalisation, il est mort de ses blessures. Le 30 mars 1975, le corps de Schmid a été volé à la morgue, mais a ensuite été retrouvé par la police. Sa mère a choisi de l'enterrer dans le cimetière de la prison, craignant que sa pierre tombale ne soit profanée s'il était inhumé dans un cimetière public. Il a eu droit à des funérailles catholiques. À la prison, cependant, son corps n'était pas présent dans le cercueil pendant la cérémonie. Les 2 prisonniers qui l'ont tué étaient Jimmy Ferrer et Dennis Eversole. Les 2 ont plaidé coupables de meurtre au second degré pour la mort de Schmid et ont reçu une peine de prison supplémentaire. Robert Maudsley. Maintenant, celui-ci est un peu différent. Parce que ce tueur est tellement dangereux. Le service pénitentiaire a infligé sa propre punition. Robert Maudsley est un Anglais condamné pour plusieurs meurtres. En 1974, Maudsley a étranglé John Farrell à Wood Green, Londres, après que celui-ci lui ait montré des photos d'enfants qu'il avait agressés sexuellement. Après le meurtre, Maudsley s'est rendu à la police, disant qu'il avait besoin de soins psychiatriques. Il a ensuite été jugé inapte à comparaître et a été envoyé à l'hôpital Broadmoor, un hôpital psychiatrique spécialisé de haute sécurité qui accueille certains des pires criminels de Grande-Bretagne. Pendant son séjour à Broadmoor, Maudsley et un autre patient, David Cheeseman, se sont enfermés dans une cellule avec un 3e patient, David Francis Maudsley. Cheeseman a torturé Francis à mort pendant 9 heures. Après l'incident, Maudsley a été reconnu coupable d'homicide involontaire et envoyé à la prison de Wakefield.
En 1978, Maudsley a tué 2 autres détenus à la prison de Wakefield en une seule journée. À l'origine, il avait prévu d'en tuer 7. Sa première victime fut Salney Darwood, que Maudsley invita dans sa cellule, où il l'étrangla avec un garrot et le poignarda avant de cacher son corps sous son lit. Maudsley partit ensuite à la recherche d'une seconde victime, coinça le détenu William Roberts et le poignarda à mort. Il s'acharna sur le crâne de Roberts avec un poignard de fortune et frappa sa tête contre le mur à plusieurs reprises. Il se rendit ensuite calmement dans le bureau de l'aile, posa le poignard sur la table et dit à l'officier qu'il manquerait du monde au prochain appel. Maudsley a été condamné à la réclusion à perpétuité pour les attaques, avec une recommandation de ne jamais être libéré. En 1983, Maudsley a été jugé trop dangereux pour une cellule normale. Les autorités pénitentiaires ont donc construit une unité de 2 cellules au sous-sol de la prison de Wakefield, où il a passé plus de 30 ans en isolement. Et Maudsley est officiellement le prisonnier le plus dangereux de Grande-Bretagne, qui représente un risque si élevé pour son entourage qu'il passe tout son temps en isolement quasi total. Sa cage en verre ressemble étrangement à celle présentée dans Le silence des agneaux, bien qu'elle ait été spécialement construite pour Maudsley en 1983, soit 7 ans avant la sortie du film. La cellule mesure environ 55 par 45 mètres et possède de grandes fenêtres par balles qui permettent l'observation depuis l'extérieur. Les seuls meubles sont une table et une chaise, toutes 2 fabriquées en carton compressé. Les toilettes et le lavabo sont fixés au sol et le lit se compose d'une dalle de béton. Une porte en acier massif s'ouvre sur une petite cage à l'intérieur de la cellule, entourée d'un épais plexiglas avec une petite fente en bas par laquelle les gardiens peuvent passer de la nourriture et d'autres objets à Maudsley. Il reste dans cette cellule 23 heures par jour où il n'est autorisé à sortir que pour son heure quotidienne d'exercice. Il est escorté dans la cour par 6 surveillants de prison et il n'a pas le droit d'avoir de contact avec les autres détenus. Ce niveau d'isolement est sans précédent dans les prisons britanniques modernes. Maudsley a fait appel sans succès de son isolement cellulaire et demande à être autorisé à mettre fin à ses jours à l'aide d'une capsule de cyanure, ce qui lui a également été refusé. Sa demande d'avoir une perruche comme animal de compagnie a été rejetée. Dans ses propres mots, il dit « On me laisse stagner, végéter et régresser. Laissé à affronter mon isolement de front avec des gens qui ont des yeux mais ne voient pas, qui ont des oreilles bédées mais n'entendent pas, qui ont des bouches mais ne parlent pas. Ma vie en isolement est une longue période de dépression ininterrompue. » Au moment où j'écris ceci, Maudsley a 71 ans. Il pourrait vivre encore 20 à 30 ans en sachant cela. Il n'a aucune perspective d'être libéré un jour et restera en isolement carcéral jusqu'à sa mort.